Oldest and basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo un poil différent de ce qu'on a l'habitude de faire pour le lancement d'une série qui va nous accompagner pas mal de temps sur les potentiels coachs qui pourraient succéder à Xavi. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va démarrer par Julian Nagelsmann. On va décortiquer de fond en comble sa philosophie, ses schémas, ses systèmes, ses idées, sans ballon, avec ballon, ce qu'il est capable d'imprimer à ses équipes et ses caractéristiques en tant que joueur. On va mettre directement les pieds dans le plat, mais c'est important aussi de rappeler cette petite déclaration de Nagelsmann et elle m'avait quand même pas mal surpris. Il disait 30% de tactique et 70% de social. Donc les rapports humains sont vraiment importants pour lui et on l'avait déjà vu notamment à Hoffenheim avec les déclats de Kramaric, de Gnabry, etc. qui disait qu'il était vraiment proche de ses joueurs, même s'il est très exigeant. Il y a aussi le facteur âge qui fait que à ce moment-là, lui était très jeune. Il avait des joueurs qui étaient déjà beaucoup plus âgés que lui, mais il a cette méthode-là où vraiment il est proche de ses joueurs. Il y en a beaucoup qui utilisent le terme de calinothérapie, comme avec Tuchel, etc. Mais Nagelsmann aussi fait partie de cette trempe de coach-là. Et même si tactiquement, ça prend une grande place, et c'est surtout pour ça qu'on retient Nagelsmann, parce que en dehors de Pep et de Klopp, pour moi, c'est vraiment le coach du futur. Et c'est le coach qui me parle le plus en termes de philosophie et d'expression collective qu'il est capable d'imprimer à ses équipes. Du coup, du côté tactique, pour démarrer, c'est un coach qui est vraiment très adepte du système à 3 derrière, notamment contre les équipes qui jouent avec une doublette offensive. Comme ça, tu peux être en supériorité numérique à la relance. Et notamment sur cette image-ci, on voit les 2-6 qui ont 2 contre 1 contre le numéro 10 et les deux milieux offensifs du Bayern qui se placent dans le dos des milieux adverses. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il essaye de générer de la supériorité numérique sur toutes les zones. Déjà avec la défense à 3, donc il prend le pas sur les deux attaquants. Il y a le numéro 10 qui est en soutien et du coup il place son double pivot, donc Kimmich et Goretzka. Il place deux joueurs plus haut mais qui se placent derrière les milieux de terrain de l'équipe adverse. Comme ça, ils peuvent recevoir dans une poche d'espace vraiment intéressante pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Il est aussi adepte du concept des 5 couloirs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept-là, il y a beaucoup de coachs qui sont friands de ce schéma-là, notamment Pep, Xavi qui l'utilise déjà. Nagelsmann pour le coup. Du coup, ce concept-là, c'est d'avoir 5 joueurs qui remplissent les 5 couloirs. C'est-à-dire, tu as ton ailier gauche qui colle la ligne, ton ailier droit qui colle la ligne, et tu as 2 joueurs dans les demi-espaces à gauche et à droite, et tu as ton numéro 9. Donc, ça fait que les 5 postes offensifs sont occupés. Tu peux générer de l'espace à l'extérieur, à l'intérieur, notamment dans les demi-espaces, avec tes 2 joueurs d'intérieur, et que ce soit côté gauche ou côté droit, et tu as ton numéro 9. Donc les 5 couloirs sont remplis, et ce qui te permet de pouvoir être imprévisible, et que l'adversaire doit toujours savoir où il doit fermer l'espace à l'intérieur, côté extérieur, parce que tu ne peux pas en soi faire les deux.
Soit tu bouches l'axe avec un pressing axial, soit tu laisses vraiment du 1 contre 1, mais plus proche des porteurs et des potentiels receveurs. Donc, c'est vraiment un choix et ça permet de donner pas mal d'incertitudes à l'équipe adverse. Il alterne aussi entre deux schémas qui sont vraiment importants dans le football et c'est la notion de largeur maximale et minimale. La largeur maximale, c'est quand on étire le bloc dans la largeur avec les pistons ou l'ailier qui mange la ligne, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous avez ces 5 couloirs-là et vos joueurs qui sont censés incarner la largeur, donc c'est vos pistons ou vos ailiers. Et c'est eux qui ont la tâche de vraiment écarter le bloc adverse au maximum pour pouvoir provoquer et trouver de l'espace aussi à l'intérieur pour les autres coéquipiers et d'ouvrir vraiment le bloc équipe et de les tirer au maximum. Et la notion de largeur minimale où les joueurs sont plus proches dans l'axe, notamment dans les demi-espaces pour pouvoir amorcer le contre-pressing quand on perd le ballon. Quand les joueurs sont plus proches, ils accélèrent sur le porteur adverse pour pouvoir ne laisser vraiment très peu de temps pour que l'adversaire puisse se retourner, démarrer une phase de possession, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ce soit avec ou sans. Avec parce que plus tu as des joueurs proches, plus ils sont capables de combiner dans les petits espaces. Et ça, Nagelsmann en est vraiment friand. Et que ces joueurs sont vraiment proches dans une petite poche d'espace. On l'avait vu notamment au RB Leipzig où tu avais pas mal de joueurs d'intérieur qui réussissaient à se connecter dans des petits espaces et qui pouvaient accélérer le jeu parce que c'est des joueurs qui sont très bons entre les lignes et qui techniquement, même si l'espace est fermé et tout, ils sont capables de trouver des brèches techniquement. Donc ça rend la mission quand même plus facile quand tu veux trouver le troisième homme, quand tu veux déboussoler ton adversaire parce que ça va vite, parce que c'est tranchant. C'est un coach quand même très vertical dans son approche. Il y a beaucoup de passes à risque, il y a beaucoup de passes qui apportent du danger, des passes qui cassent les lignes, des passes qui apportent vraiment, comme je l'ai dit, du danger à l'adversaire. Et au-delà du fait de rapprocher les joueurs dans une petite zone pour pouvoir non seulement écarter s'il y a un joueur qui t'apporte la largeur sur les côtés, et également te permet de contre-presser avec beaucoup de joueurs qui sont déjà dans l'axe et qui ferment l'espace à l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment important dans son approche. Il ne faut pas oublier aussi que son approche est sujette à plusieurs risques parce que c'est un vrai parti pris pour lui et ce n'est pas négociable. On laisse les trois centraux être exposés en contre pour avoir la supériorité numérique lors du contre-pressing. On presse à 7 de manière très intensive pour pouvoir essayer de récupérer le ballon le plus possible. J'ai dit à 7, mais plutôt à 6. Pour pouvoir ne laisser aucun espace à l'adversaire. Et même si les centraux sont exposés, il avait des défenseurs qui étaient capables de gérer la transition, notamment au Bayern avec Upamecano. Donc, sans ballon, il souhaite aussi que ses joueurs restent compacts et ferment les espaces dans des zones centrales. Comme ça, tu peux annihiler toute menace de contre-attaque et de mettre une forte densité axiale. Comme ça, tu forces ton adversaire à jouer sur les côtés et que tu puisses récupérer le ballon plus facilement. Donc, on le redit, pressing axial, on bouche l'espace, on le ferme pour pouvoir essayer de minimiser les passes intérieures et qui peuvent créer du danger à l'intérieur. Ton bloc est vraiment central et compact à l'intérieur. Tu laisses de l'espace à l'extérieur. Comme ça, à l'intérieur, tu as déjà tout bloqué et en transition, tu es moins friable. Et sur les côtés, tu peux te retrouver avec une équipe qui multiplie les centres, etc. Mais en tout cas, tu forces déjà ton adversaire à avoir qu'une manière d'attaquer
Et ça, c'est très, très bon, je trouve, comme approche. Donc, Nagelsmann, c'est intéressant parce qu'on le voit aussi sur les approches, notamment au niveau du contre-pressing. Ici, cette image-là, c'était avec Leipzig. On voit qu'il tente de presser l'adversaire et tu vois que tout est déjà bien coordonné, tout est déjà bien construit. On sait quand on démarre, on démarre pas bêtement. Des fois, il y a des phases où ils attendent l'adversaire, ils les attendent et dès qu'il y a une passe négative, une passe qui est en arrière ou latérale, etc., le joueur plonge, le deuxième joueur plonge, le troisième joueur plonge, le quatrième joueur plonge et en général, tu récupères le ballon. C'est l'un des meilleurs coachs dans ce domaine-là, notamment au niveau du contre-pressing. Ici, on le voit, son équipe presse en losange. Et donc, Poulsen va chercher le gardien. Aïdara qui amorce son pressing aussi sur le central, qui est très proche du gardien. On voit Mukiele aussi qui est proche du piston adverse pour ne pas le laisser recevoir le ballon. Tyler Adams aussi. Et on voit les autres, Kluivert et Olmo, qui sont proches aussi pour aller marcher sur l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment sympa comme approche de la part de Nagelsmann à la pression. Il ne faut pas oublier qu'à Hoffenheim, il utilisait un écran géant au centre d'entraînement parce que c'est quelqu'un de très minutieux sur... tactiquement, les joueurs doivent être dans les bonnes zones et pour pouvoir gommer le plus possible les petites erreurs au niveau de l'assise collective, la manière de recevoir le ballon, etc. Ils prenaient le temps d'expliquer, de montrer, etc. Ce qu'il fallait gommer. C'est aussi important de rappeler que c'est un coach quand même qui est semblable à beaucoup de grands coachs, mais il est aussi différent sur une chose qui est fondamentale, je trouve, dans l'approche de beaucoup de grands coachs actuels. Et on peut prendre l'exemple de Pep. J'aime beaucoup aussi De Zerbi, Xavi également. Pourquoi? Parce que c'est des coachs qui aiment avoir des joueurs qui occupent une position prédéfinie et qui occupent une zone. Et cette zone-là, elle n'est pas négociable. C'est-à-dire que quand un joueur doit évoluer en pivot, c'est en pivot. Quand un joueur doit occuper la place dans le demi-espace, c'est en demi-espace, etc., etc., etc. Donc, ils sont vraiment très rigides sur les positionnements, sur les déplacements, etc. Et ça, par contre, c'est là la différence avec Nagelsmann. Parce qu'il est capable aussi, c'est quelqu'un qui s'adapte énormément à l'adversaire. Pour chaque coach, il trouve de nouvelles formules, de nouvelles choses à tenter. Je dis souvent, c'est un chimiste fou. Et c'est ces coachs-là que j'apprécie. Il y a un match avec Hoffenheim où il change 3 fois de système dans le même match. C'est totalement fou. Donc, pour revenir à ce que je disais sur les coachs rigides au niveau du positionnement, Nagelsmann est vraiment plus, comment dirais-je, beaucoup plus flexible sur ça. Il donne pas mal de liberté à certains joueurs sur certaines zones de vraiment pouvoir décrocher, de pouvoir aussi attaquer le grand espace sur certaines zones, etc. Donc, sur l'approche, il n'y a pas de position fixe. Ton double pivot, il y en a un qui peut redescendre, apporter la supériorité numérique en défense ou apporter un peu plus dans un des demi-espaces, prendre l'espace, etc. Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence entre lui et d'autres coachs qui sont plus rigides au niveau positionnel, si je peux dire. Donc, moi, je pense qu'il a les qualités pour entraîner un grand club. Oui, son aventure avec le Bayern, ça n'a pas été une promenade de santé. Je pense que tout le monde en attendait plus parce que c'était son premier véritable gros step en termes d'équipe. C'est un gros club, le Bayern. Après, on connaît le contexte. Kovac s'était cassé les dents, Nagelsmann aussi, avec le poids du vestiaire, les anciens qui lui rendaient la vie pas simple, les médias aussi, sa copine qui était journaliste, qui avait fait fuiter, et vous connaissez l'histoire. Donc, c'était vraiment compliqué, c'était un contexte pas facile. De ce que les médias disent, Laporta est vraiment très fan de Nagelsmann et c'est son premier choix de coach
en dehors de Pep qui est impossible. Si c'était pas Xavi, il aurait voulu déjà ramener Nagelsmann à l'époque. Donc aujourd'hui, moi, des noms de coach que je peux entendre, etc., je trouve qu'il remplit pas mal de cases parce que c'est un coach qui est capable de bâtir. Il l'a fait à Hoffenheim, il l'a fait à Leipzig. Donc on sait qu'il est capable de ça. On a une très jeune équipe et il est capable de développer les jeunes. Il accentue même beaucoup sur ça. Tactiquement, il est très rodé, comme je l'ai dit, en dehors des magiciens, des top coachs. Pour moi, il fait partie de cette tranche de coach-là. Il est capable de beaucoup de choses et avoir un Barça aussi flexible sur l'approche, ça peut être pas mal, même si pour moi, il y a des choses que je ne veux et je refuse catégoriquement qu'on abandonne notre ADN, même s'il y en a beaucoup qui sont contre ce terme-là, etc. Pour moi, l'approche doit rester la même si elle peut différer, parce que chaque coach a sa patte, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Nagelsmann, je trouve qu'il remplit pas mal de critères par rapport à ça. Et dans un contexte Barça qui n'est pas facile, etc., il a pas non plus sa langue dans sa poche, donc il se laissera pas absorber par la pression, etc. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes, donc il pourra les faire évoluer. C'est un coach ambitieux, c'est un coach qui est vraiment rodé tactiquement. Et quand je vois les autres noms, je trouve que euh, donner les clés à Nagelsmann, c'est vraiment avoir trouvé la bonne solution, je pense. Donc on va s'arrêter là par rapport à Julian Nagelsmann. J'espère que j'aurai été complet dans mes explications et que je vous aurai, entre guillemets, convaincu sur le choix Nagelsmann. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous validez le choix, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le coach qui conviendrait le mieux au FC Barcelone ou pas? Si vous avez des suggestions d'autres coachs, allez-y. Et puis la prochaine vidéo ce sera sur un autre coach dans le même format. Vous connaissez l'adage, abonnez-vous, partagez, tout ce qu'il y a à faire, faites-le. Et à la prochaine. Peace.